Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur, bien sûr. Comment apprendre à démêler les vraies infos des fake news? Challenge parents-enfants pour notre famille tout écran cette semaine en partenariat, comme toujours, avec le Clémy. Il y a une idée derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Et Guillaume, tu nous dis aujourd'hui que le Minitel, oui, le Minitel pourrait bien être de retour. Oui, le Minitel qui me rappelle pas mal de souvenirs parce que j'ai regardé des premiers résultats de concours sur le Minitel qui s'affichaient, on était super stressés. Et donc là, il y a une bande de passionnés, de nostalgiques en fait, qui a eu l'idée de le remettre au goût du jour et de réutiliser les vieux Minitel, c'est ça qui est rigolo. Voilà, j'ai l'impression que tu en fais partie, mais tu vas nous en parler justement dans un instant. Notre question du jour, oui, les vacances de Noël approchent, c'est une bonne nouvelle, mais au pied du sapin, il y aura aussi Parcoursup. Une semaine de l'ouverture de la plateforme, on va vous donner le mode d'emploi pour faire les bons choix avec une des meilleures experts de la question, Julie Mzelko. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Studirama. Bonjour à vous. Bonjour. Vous publiez un guide pratique pour reprendre le pouvoir sur l'algorithme de Parcoursup. On va tout comprendre avec vous. Et en deuxième partie, on reprend le pouvoir aussi, mais cette fois-ci sur notre addiction au numérique. Déconnexion bien ordonnée commence par soi-même. On va apprendre à diminuer notre temps d'écran en 6 semaines. Top chrono. Pierre Saigne, le cofondateur de cette méthode Under2, sera avec nous pour en parler. Mais d'abord, focus. Les parents sont les meilleurs remparts contre les fake news. Souvenez-vous, c'est une étude de Milan Presse qui nous l'apprenait il y a quelques jours à peine. Un conseil visiblement entendu par la famille tout écran. Match anti-rumeur dans le nouvel épisode de cette série en partenariat avec le Clémy. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Merci. Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie, ben c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok? Je vais appeler pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas? Pour un point, Tablette est-elle amoureuse de télé? Fake news. Elle assume pas. Et au jeu des fake news, visiblement, les parents sont rois, Guillaume. Oui, alors on peut parfois être surpris. Moi, j'étais surpris avec mes deux filles de 14 et 12 ans. Et celle de 12 ans, en fait, celle qui a mis le doigt la dernière fois sur une incohérence. Donc, en fait, elles sont peut-être plus tentées, mais parfois aussi mieux éduquées. Quant au décryptage des médias, c'est assez rigolo. On a une future rédactrice en chef des pages tech et sciences du point qui pourront prendre la succession de son père. Bravo. Julie, vous aussi, vous essayez avec vos enfants de pouvoir débusquer le vrai du faux en matière d'information. Souvent, ma fille aussi, à 14 ans, elle est en 3e, donc elle est beaucoup sur les réseaux sociaux et régulièrement, elle vient me voir, puisque je suis journaliste, en me disant « Mais tu as vu cette info ?» Je dis « Oui, je l'ai vue, mais je lui réexplique parce que parfois, elle fonce dedans, elle rentre dedans comme ça et je lui dis « Attends, je vais te redonner les infos. » Et vérifie toujours. Donc oui, je fais très attention et ça l'intéresse, donc tant mieux. Oui, absolument. Allez, nous aussi, on va essayer de vérifier les vraies et les fausses informations sur Parcoursup. Tout de suite, mode d'emploi pour l'ouverture de la plateforme. Je vous rappelle que c'est le 20 décembre à venir. Première partie du talk. Et Julie Mzelko, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Studirama. Vous êtes en plateau, évidemment, avec nous pour parler de l'ouverture, cette première tranche d'ouverture de la plateforme Parcoursup. Roulement de tambour, c'est pour le 20 décembre. Ça promet surtout de très belles vacances de Noël, ou plutôt sportives, pour les lycéens, les lycéennes et leurs parents. Pour cause, la plateforme est source d'angoisse, notamment pour les parents, pas forcément que pour les lycéens et les lycéennes, pour le coup, surtout quand il s'agit de s'y confronter pour la première fois.
Depuis 2018, on rappelle que la procédure Parcoursup, c'est celle qui va guider justement ces lycéens et lycéennes dans l'enseignement supérieur post-bac. Est-ce que c'est si compliqué que ça? Est-ce qu'on fait une montagne finalement d'une procédure qui devrait être plus simple? Je pense pas qu'on en fasse. Enfin, on en fait une montagne en effet, mais pas pour les bonnes raisons. Je pense que c'est juste un passage, on le sait, hein, le bac, passage dans la vie adulte quelque part. Souvent, on a 18 ans, terminale ou passage vers l'enseignement supérieur. Et c'est donc là les premiers choix vraiment importants pour la suite de sa vie d'adulte. Donc les parents sont angoissés, c'est normal, et les jeunes peut-être ne sont pas assez informés. Je sais que dans des lycées, il y a des informations qui sont très bien faites, des réunions, et dans d'autres, ils en manquent, et du coup se retrouvent un peu seuls face à la plateforme. Donc l'idée, c'est de pouvoir redonner accès à l'information et aux bonnes informations sur le déroulé de la procédure Parcoursup pour l'ensemble des lycéens et des lycéennes. Il faut avoir véritablement les bonnes cartes en main, oui, mais lesquelles? Il y a 21 000 formations d'enseignement supérieur qui sont proposées sur Parcoursup. Ça devient un peu un parcours du combattant, sans mauvais jeu de mots. Hein. Alors oui, c'est vrai. Évidemment, normalement, quand on va sur Parcoursup, on ne se pose pas la question sur 21 000 formations. Le plus dur, c'est pas la plateforme et le processus en soi, c'est le choix. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et sous quelle forme? Puisqu'on sait que le paysage de l'enseignement supérieur est large en France, donc je veux une formation courte, je veux une formation longue, voilà, je vise un métier, quelles sont les différentes filières pour y arriver. Donc on ne doit pas choisir entre 21 000 formations, mais on doit choisir les bonnes, celles qui nous concernent le plus. Et quand vous avez justement audité un peu ces lycéens, ces lycéennes et leurs parents, pour essayer de comprendre vers quoi leur choix se portait en priorité, quelles ont été justement leurs premières envies? Est-ce qu'on reste sur du très classique, du très traditionnel, école d'ingénieur ou études de lettres ou études de juridique pour devenir avocat? Ou est-ce qu'on a aujourd'hui justement des envies de métiers différents qui sont en train de se découper? Vous avez de tout. Vous avez des jeunes qui savent depuis très longtemps qu'ils veulent être médecins, avocats. Souvent, c'est à cause de la famille, des parents, etc. Vous en avez qui ont d'autres envies, mais qui ne sont pas forcément en concordance avec celles de leurs parents, qui angoissent, en fait, finalement, pour cet investissement. C'est un investissement, les études supérieures. Et ils veulent que derrière, il y ait de l'emploi. Hein. On leur dit que c'est la crise depuis je ne sais pas combien d'années, que c'est difficile et que c'est de pire en pire, et il y a la guerre. Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc il y en a qui savent très bien. Il y en a pour qui Parcoursup, ça va être finalement la possibilité de s'informer plus en profondeur, de découvrir les formations, les options. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que ça. Hein. Moi, je conseille évidemment de se renseigner, mais après, il faut aller sur les salons d'orientation, rencontrer les établissements et ensuite, une fois qu'on en sait un peu plus, aller sur place aux journées portes ouvertes. C'est indispensable. Vous allez passer 2, 3, 5 ans dans un lieu. Il faut que ça vous plaise. Il faut que vous y soyez bien pour réussir. Là aussi, il faut récolter de l'info à la fois en ligne, on le verra tout à l'heure. Hein. C'est une des sources privilégiées par les adolescents, justement, pour pouvoir s'informer sur les métiers à venir et les parcours d'orientation à pouvoir aborder. Mais il faut aussi aller vérifier l'info directement in situ auprès des écoles et sur des salons aussi d'orientation comme ceux que vous pouvez mener et organiser avec Studirama. Ce que vous nous dites, Julie, c'est qu'en réalité, il y a une prescription à l'orientation qui est beaucoup téléguidée par les parents. Oui, je le vois notamment, nous, sur nos salons d'orientation, en effet, où les jeunes, on leur met des guides à disposition, et puis je vois le jeune qui va vers les formations artistiques. Ah tiens, ça c'est bien, maman. Et on voit les parents, non, regarde, école d'ingénieur, ça c'est beaucoup mieux. Évidemment, ils se sont renseignés, ils veulent emmener leurs enfants vers des débouchés quasi certains. Or, dans les formations artistiques, aujourd'hui, avec le numérique, le design, etc., il y en a aussi, mais il y a des choix qui sont compliqués, donc on essaye de les mettre d'accord, en fait, de trouver des compromis, en leur expliquant notamment, parce que ni les jeunes, ni leurs parents ne sont au courant de tout, ne connaissent pas les secteurs par cœur, etc. Donc vraiment, nous, notre leitmotiv, et on le dit sans arrêt, c'est pour bien s'orienter, il faut d'abord bien s'informer. Absolument. L'idée aussi, c'est de revenir finalement aux sources de Parcoursup. Il me semble que quand le ministre Blanquer, à l'époque, avait lancé la procédure en 2018, elle prenait donc le relais d'APB pour le post-bac. Ce que disait Jean-Michel Blanquer à ce moment-là, c'est que Parcoursup, c'était avant tout un véritable parcours d'orientation scolaire, professionnelle, pour pouvoir là aussi ouvrir, élargir ses chakras et ses horizons à venir. Finalement, la question, elle s'est beaucoup concentrée au fur et à mesure des années sur cet algorithme qui gère justement la plateforme et la procédure et la boîte noire qui va avec. Est-ce qu'on revient enfin dans un débat un peu plus apaisé pour cette année scolaire 2022-2023 et aux sources vraiment de cette plateforme ?
Cette histoire d'algorithme, elle a toujours existé et elle existera toujours. Il ne faut pas essayer d'avoir de stratégie ou de maîtriser l'algorithme sur Parcoursup. C'est pas possible, vous n'y arriverez pas. Chaque établissement est libre de mettre en place ses algorithmes. Voilà, je dis n'importe quoi. Telle école d'ingénieurs va dire, moi, je ne prends pas de jeunes qui aient moins de 15 de moyenne en maths depuis la première terminale. Voilà, ça, c'est un premier algorithme qui permet de leur faire déjà une première sélection. Parce que quand vous recevez 2000, 5000, 10 000 demandes, voilà. Donc, il faut laisser de côté cet algorithme, mais qui, c'est vrai, parfois pose problème, puisqu'on a encore vu des jeunes cette année avoir de très bons dossiers et ne pas être choisis par la formation qu'ils avaient choisie. Il y en a toujours qui se retrouvent le bec dans l'eau. À cause de l'algorithme ou pas, c'est difficile à savoir. Guillaume. Ça veut dire que l'algorithme, en fait, il est co-dirigé, co-géré par plusieurs établissements, c'est ça? Et est-ce qu'il est ouvert à votre connaissance? Alors, je crois que vous avez la possibilité de demander à l'établissement quel est l'algorithme qu'ils utilisent. D'accord. Maintenant, ils sont en droit de vous le donner ou pas. C'est difficile. Mais c'est vrai que la ministre n'aime pas la ministre de l'Enseignement supérieur n'aime pas que préface le livre d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je pensais, mais elle n'aime pas quand on lui parle d'algorithme, malgré le fait que ça fait partie du jeu. Ouais. Mais c'est obligatoire. Parcoursup, c'est une grosse machine et ça fait partie des règles du jeu, malheureusement. Ouais, puis on peut citer aussi Affelnet, qui est le parcours d'orientation qui gère via algorithmie les affectations des lycéens et lycéennes, qui a été déployé notamment en Ile-de-France et qui pourrait être étendu à l'ensemble des académies françaises. On va très certainement aussi aller vers un autre algorithme pour les masters cette fois-ci. Réponse avec vous peut-être pour l'année prochaine, ce sera au mois de février si j'ai bien compris. On a, Guillaume, finalement cette habitude désormais d'un parcours algorithmisé. Est-ce que algorithme et méritocratie et choix de carrière, ça peut toujours faire bon ménage? Ce que je pense en réalité, c'est que il faut que les personnes puissent comprendre comment fonctionne l'algorithme. Ça permettra à la fois d'éteindre, si j'ose dire, certaines craintes, parfois injustifiées, mais ça permettra aussi également de demander des comptes, de dire pourquoi vous mettez tel critère, est-ce que ça serait pas plus intelligent d'en établir d'autres, et j'ai pas l'impression, en tout cas encore, que ça soit totalement ouvert. Est-ce qu'on pourrait faire des progrès, vous pensez là-dessus? Je pense qu'on pourrait. De toute façon, la réponse des établissements en face, ça va être simple. C'est on met de la sélection en place, puisque un établissement, il veut quoi? Il veut les meilleurs élèves pour avoir les meilleurs taux de réussite et pour montrer que, il arrive à insérer facilement ses diplômés. Et ce qui est logique et ce qui paraît normal. Donc, ils y travaillent, les établissements y travaillent avec le ministère, mais ça reste quelque chose de très complexe. Et c'est peut-être aussi parfois la clé de l'équation qu'on oublie, en l'occurrence les établissements, dans cet algorithme et ce parcours qui va être rempli à la fois par les lycéens, les parents, les enseignants, les enseignantes. Il y a aussi les écoles et les établissements d'enseignement supérieur qui, comme vous le disiez, veulent sélectionner les meilleurs dossiers, les meilleurs candidats. Est-ce que c'est donc une question sur laquelle il faut se concentrer uniquement à terminale, là, le 20 décembre, au moment d'ouverture de la plateforme, ou allez, il faut y songer quand même un petit peu avant? Non, c'est très important. On le rappelle et souvent les étudiants le savent trop tard, les lycéens. Le dossier pris en compte sur Parcoursup, c'est votre année de première et de terminale. Donc les notes, mais aussi les commentaires des professeurs, qui sont extrêmement importants. Parce qu'on peut avoir un élève moyen, mais qui progresse et qui participe en classe et qui se donne du mal. Ça, c'est le type de profil que certains établissements aiment, plutôt qu'un premier de la classe qui y arrive trop facilement et qui se donne finalement pas trop de mal. Voilà, ça dépend des établissements en face. Mais non, c'est dès la première. Donc dès la seconde, j'ai envie de vous dire, c'est une préparation sur 3 ans. Mon autre question, ça me passionne. C'est ce que je vois, c'est plaisir, dis donc. Est-ce qu'on a l'équivalent de Parcoursup dans d'autres pays européens ou aux États-Unis, par exemple? Alors, aux États-Unis, je n'en sais rien, mais je sais qu'en Grande-Bretagne, par exemple, ils ont en effet un système pareil post-bac pour finalement orienter les étudiants vers les différentes universités. Ça existe. Donc, on n'est pas les premiers à le faire. Après, c'est vrai que ça part vraiment d'un bon sentiment, la mise en place d'APB à l'origine et de Parcoursup. C'est faciliter, c'est rassembler aussi sur une plateforme des informations très importantes, parce qu'il faut le rappeler, ça ouvre le 20 décembre. Il faut déjà aller voir et s'informer. Vous avez des informations sur sur chaque formation, sur chaque filière, très détaillées, avec les options, les séjours d'études possibles, etc. Enfin, c'est vraiment une source d'informations importante. Et le but étant de trouver une place à chacun le plus rapidement possible.
Alors justement, Sylvie Retailleau, on le disait tout à l'heure, en préface, la ministre de l'Enseignement supérieur, ancienne aussi patronne de l'université de Saclay, préface donc votre ouvrage, votre guide pratique. C'est vraiment encore une fois du pratico-pratique, on incite, parce qu'il faut avoir les bonnes infos pour pouvoir justement progresser dans Parcoursup au bon moment. Elle insiste aussi sur le fait que c'est avant tout un choix. C'est-à-dire que ce n'est pas une orientation pour l'enseignement supérieur qui va être subie, mais il faut qu'elle soit choisie. Or, aujourd'hui, et c'est notamment la plateforme Diplôméo qui nous l'apprend, 45% des jeunes se disent anxieux face à leur choix de carrière. Cette anxiété, si on y rajoute en plus l'éco-anxiété avec la peur à la fois du climat et du futur et du changement, ça commence à faire beaucoup. Comment est-ce qu'on peut, encore une fois, un petit peu démythifier, débunker ce parcours et le fait de redonner, encore une fois, ces lettres de noblesse à l'orientation, se dire qu'on l'a choisie et pas qu'on la subisse. L'orientation, son orientation, on peut tout à fait la choisir et changer d'avis. Moi, j'ai su très tard ce que je voulais faire. Je l'ai fait en terminale au dernier moment. Voilà, j'avais une autre envie, mais j'ai bien vu que mes notes n'allaient pas suivre. Fallait se raisonner à un moment. Donc, c'est pas parce que on va choisir une formation dans Parcoursup, on va y être accepté, qu'on va devoir y rester. On n'est plus du tout dans des tubes où on post-bac, je fais 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, c'est fini ça. Il y a des passerelles, on peut se réorienter. Je veux dire, on n'est pas à une année près pour rentrer sur le marché du travail. Vaut mieux se réorienter après une année ou 2, même d'études, qui ne nous plaisent pas, dans lesquelles on est en échec, et trouver la bonne. Et ça passe par le biais, pareil, de l'information, mais aussi éventuellement des stages, pourquoi pas d'un séjour à l'étranger, pour gagner en maturité et finaliser un peu ses choix. Donc, faut pas... voilà, on peut être pris quelque part, ça peut très bien se passer, et si ça se passe pas bien, ce n'est pas la fin du monde. On se réoriente, il y a des passerelles. Voilà, le système français là-dessus est quand même assez bien fait, et d'année en année s'améliore d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est effectivement une bonne nouvelle, d'autant plus que rien n'est gravé dans le marbre. On sait tous et toutes ici qu'on va devoir changer de carrière, changer de métier 6 à 9 fois dans nos vies, en fonction des études et des mandataires des études. Les chiffres ont tendance à varier, mais en tout cas au moins 6 fois pour pivoter dans ses envies de carrière, dans ses envies de métier. Et puis une stat qu'on adore ici dans cette émission, vous la connaissez par cœur, 85% des métiers de 2030 ne sont pas encore créés à ce jour. Donc oui, tous les possibles sont ouverts, Guillaume. Oui, c'est sûr. On avait essayé de regarder un peu, faire une prospective des métiers qui n'existaient pas encore, et on était parfois un peu surpris. Alors, il y a aussi des modes, il faut aussi se méfier. C'est-à-dire qu'il y a des métiers du futur qu'on nous prédisait dans le passé qui ne sont plus des métiers du futur. Par exemple, peut-être qu'architecte du métavers, ça mettra peut-être un peu de temps, en tout cas, pour trouver un modèle. Ça va être assez court. Voilà, ça risque, mais c'est vrai qu'il y a des métiers très, très intéressants qui vont apparaître. On voit, si on regarde les tout derniers progrès de l'intelligence artificielle, notamment la génération d'images, de vidéos, qui peuvent être très intéressants, qui sont déjà utilisés pour la création de jeux vidéo. On voit bien qu'il y aura toujours besoin quand même d'humains pour les superviser, mais ça va nécessiter une autre formation sans doute à l'avenir. Mais d'ailleurs, les écoles, tout ce qui touche en effet à la créativité, donc le numérique, le design, les jeux vidéo, la 3D, etc., les écoles d'informatique même pure, elles apprennent maintenant, on le voit beaucoup, elles apprennent finalement aux jeunes à être agiles. Ouais. Ils les forment à plein d'outils, mais ils leur apprennent aussi à un jour, il y a un nouvel outil qui va débouler et tu seras plus à l'école, tu seras sur le marché du travail, tu vas savoir t'adapter. Voilà, on parle d'adaptabilité, agilité, parce que les choses, elles vont changer très vite et que des fois, en sortant de l'école, au bout de 2 ans, on utilise déjà plus ce qu'on a appris à l'école. Donc, les écoles jouent beaucoup là-dessus, en effet. Ouais, elles ont appris à être de plus en plus agiles, en effet, elles aussi. Si on avait un dernier conseil à donner à ses parents, à ses ados, pour le 20 décembre, ce serait lequel ? Détendez-vous, tout va bien se passer. Oui, détendez-vous. Juste, il y a un calendrier à suivre. Ouais. Donc, avoir les dates en tête pour ne pas les rater. Ne jamais s'y prendre la veille ou 2 jours avant. Le 20 décembre, le site Parcoursup ouvre. Allez vous renseigner. Voilà. Pour faire le dossier, c'est pareil. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas le premier qui fait un choix et pris. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a un délai. Tout le monde s'inscrit au même moment, etc. Donc, il ne faut pas rater les dates. Et puis, il ne faut pas avoir peur de l'outil en soi. Je disais hors caméra tout à l'heure que dès que vous cliquez sur quelque chose sur Parcoursup dans votre dossier, une fenêtre s'ouvre et vous explique, vous avez fait ce choix, il va se passer ci, si vous voulez pas, il faut cliquer là, voilà. On peut faire des erreurs, mais il faut plusieurs clics avant de faire une grosse erreur. Et puis, ils ont des équipes quand même derrière qui sont très au point, par téléphone ou par mail, pour rattraper les éventuelles erreurs ou conseiller les jeunes sur leur dossier. Donc, il faut juste ne pas arriver débarquer. C'est ça, débarquer. Il faut s'informer un petit peu avant et ça peut très bien se passer. Et pour avoir accès à toutes les bonnes informations, on ne saurait que trop vous recommander la lecture de ce guide pratique Parcoursup Mode d'emploi 2022.
2023, on imagine qu'il y aura aussi des éditions 2023-2024 parce qu'il faut forcément toujours remettre à jour ces infos. Exactement. Et vous restez évidemment avec nous pour la deuxième partie de cette émission parce qu'on va parler de quelque chose qui, à mon avis, nous préoccupe tous un petit peu ici autour de cette table, l'addiction au smartphone. Comment s'en débarrasser pour montrer le bon exemple? Ce sera dans un instant avec un autre invité qui nous rejoindra en duplex. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap Tech tout de suite d'Edouard Degnaud. So I can. Welcome back, vous êtes bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Julie Mleczko pour Studirama qui publie ce guide absolument essentiel. Si pendant les vacances de Noël, vous devez commencer à étudier Parcoursup, c'est le guide qu'il vous faut. Parcoursup, mode d'emploi 2022-2023 chez Studirama, bien sûr. On est toujours en compagnie de Guillaume Gralet pour ses idées derrière la tech dans un instant. Et nous a rejoint en duplex Pierre Sani, vous êtes le cofondateur de la méthode Under2. Vous allez tout nous expliquer comment nous aider à nous déconnecter. Bonjour à vous. Bonjour. On y revient justement dans un instant à cette déconnexion possible avec cette méthode. Mais d'abord, je vous l'ai promis, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, avec toi aujourd'hui, on va se faire l'apôtre d'une deuxième vie électronique, peut-être, mais pour un produit pas tout à fait comme les autres. Ça commence par M, ça finit par L. Oui, en fait, il s'agit effectivement du Minitel qui a effectivement pas mal, qui a marqué toute une génération, presque deux d'ailleurs. C'est né au début des années 80 en France. On s'appuyait beaucoup sur le travail d'ingénieurs de l'ancêtre d'Orange, de France Télécom, du CNET notamment, des ingénieurs qui se situaient pour beaucoup à Lannion. Et c'est vrai que c'était un objet un petit peu extraterrestre, si j'ose dire, mais qui a rempli énormément de fonctions dans l'éducation, lorsqu'on regardait des résultats d'examen. On pouvait accéder à certains journaux comme Le Monde et il y a plusieurs passionnés. C'est le cas par exemple de Cécile Adam ou encore Pascal Moïse, des passionnés de télématique, et également Olivier Mével qui par le passé, je crois que ça vous parle beaucoup, a fait revivre un autre objet électronique inventé en France, le Nabastag. Oh, et on fait un hello amical à Raphaël Adjan qui était venu nous rendre visite sur ce plateau il y a quelques jours. Alors leur idée, c'est de nous permettre de faire revivre les Minitel qu'on a peut-être parfois laissés dans un grenier ou qu'on peut aussi acheter sur Internet
Internet. Ça, c'était une véritable découverte. Je pensais qu'un Minitel aujourd'hui, sur des sites comme Le Bon Coin, ça coûtait assez cher. Ouais. En réalité, j'ai regardé, on peut en trouver très facilement autour de 20 euros, 25 euros. Et on va les récupérer. Et lorsqu'ils ont une prise dite DIN, DIN, il faut bien regarder que ce soit le cas. C'est quand même le cas de l'immense majorité, notamment les Minitel 1 et les Minitel 2. Eh bien, vous allez pouvoir plugger un petit appareil que ces passionnés ont mis au point. Ça s'appelle un Minimit. Et ce Minimit qu'on voit en ce moment à l'écran. On dirait un Minitel, c'est drôle. Voilà, un tout petit, voilà, c'est ça, exactement. Tout petit Minitel, un petit boîtier électronique qui va relier nos bons vieux Minitel à Internet et qui vont permettre de réaccéder à certains services auxquels on avait accès jusqu'ici. Waouh, c'est absolument incroyable. Alors, on a très envie de reconnecter, si on en trouve des Minitel, à ce Minimit, mais on va accéder à quoi exactement? À tout le contenu qui était en ligne Pas mal de services phares, notamment le jeu vidéo Pong, moi que j'aimais bien. Voilà. Alors, il fallait toujours faire un peu attention. C'est vintage. Ah, voilà, à la facture, parce que ça allait très très vite et je me suis fait un peu respecter par mes parents certaines fois. Il y a également le 3615 météo. Il y a certains, on parlera de tous les services tout à l'heure, Marjorie. Évidemment. Il y avait certains, je m'en doutais. Il y avait certains services comme l'accès aux actualités. On en parlait tout à l'heure. Il y avait notamment, vous savez, l'affichage du vainqueur de la présidentielle de 1981 qui apparaissait un petit peu comme à l'écran de télévision. Un François Mitterrand façon Minitel, c'était hyper moderne à l'époque. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans leur démarche, en réalité, ils se sont appuyés sur le financement participatif et surtout, ils ont vu qu'il y avait toute une communauté qui était encore vraiment nostalgique du Minitel. Ouais, mais justement, cette nostalgie, c'est chouette de jouer sur la nostalgie, sur le vintage. Ça marche beaucoup, notamment en matière de tendance tech. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours finalement cette nostalgie face au Minitel? C'est un peu une Madeleine de Proust numérique. Oui, en fait, ce qui est intéressant lorsque vous parliez avec Olivier Mével, c'est qu'il explique que c'est un objet qui suscite deux sentiments chez nous. Il y a le sentiment, effectivement, de la nostalgie. On trouvait que c'était un appareil un peu pionnier. Ses utilisateurs étaient les premiers à vivre avec des services online, mais en même temps qui étaient un peu méprisés parce que bien vite est apparu Internet et que, c'est sûr, il ne tenait pas la route. D'ailleurs, dans les années 90, m'a expliqué Olivier Mével, ça j'avais un peu oublié, on cachait un peu qu'on avait participé à l'aventure du Minitel parce qu'on voulait impressionner, dire qu'on voulait plutôt faire partie de l'aventure Internet, alors même qu'énormément de services, même des fortunes, ont commencé à se faire sur le Minitel. Il y en a une très connue, en l'occurrence. C'est le cas par exemple de Xavier Niel, mais il y en a énormément d'autres. Mais c'est quand même un objet qui fait partie de notre quotidien, qui aurait pu faire partie des mythologies de Roland Barthes et qui est apparu dans plusieurs romans, notamment La théorie de l'information d'Aurélien Boulanger. On parlait des conversations, des services un petit peu phares. Il y a bien sûr les conversations amoureuses, érotiques aussi, sur lesquelles on a parfois passé du temps. Alors le 3615... pareil pour vous, dites donc. 3615, je parle pour moi. 3615, n'a pas été oublié. Il revient, mais sous la forme, c'est un peu anecdotique, d'un 3615 Elisa. Alors là, on va parler à un chatbot. Et ce qui est très rigolo, et c'est aussi un autre clin d'œil vintage, c'est que ce clin d'œil chatbot, il va s'appuyer sur une technologie qui a été développée en 1964 par Joseph Weizenbaum du MIT. Et Elisa, en réalité, donc ce robot conversationnel, va simuler un psychothérapeute rogérien dont la pratique consiste essentiellement, alors ça c'est assez malin, à reformuler les mots prononcés par le patient de telle manière que vous avez vraiment l'impression d'avoir une personne qui vous parle. Je trouve ça assez malin. Alors un Minitel, j'allais dire vintage, remis au goût du jour, pimpé avec un tout petit peu quand même d'intelligence artificielle, si bien compris. Pourtant, en mode sobriété, est-ce que réactiver le Minitel, c'est une si bonne idée que ça? Ça va avoir une petite consommation électrique. Je vous le disais, on ne va pas avoir les facturations d'avant, puisque ça allait très très vite. On parle en francs, 12 centimes à la connexion, 13 à la minute, mais en réalité, ça allait très très vite, surtout lorsqu'on voyait le temps d'affichage qui était très long. Moi, lorsque je me replonge dans les années Minitel, effectivement, ça nous rappelle énormément d'effervescence créative. C'est un petit pincement au cœur quand même pour l'ingénierie française, puisqu'il y avait plusieurs personnalités comme Steve Jobs qui s'en étaient fait offrir un, qui affichait énormément d'admiration pour cette invention française. On a même vu Al Gore qui avait envoyé l'homme politique américain un émissaire en France, David Little, pour enquêter sur les techniques utilisées. Et le rapport qu'avait rendu David Little avait contribué à la préparation du discours sur les autoroutes de l'information
d'Al Gore. Alors, on sait bien, on va pas refaire l'histoire, hein, que la technologie, notamment télétexte, était peut-être un peu trop fermée, mais en réalité, là, dans cette initiative, un petit peu clin d'œil, on voit que le Minitel se marie avec son meilleur ennemi, Internet, pour nous faire revivre des sensations assez sympas. Ah là là, quand le Minitel redevient à la mode, merci Guillaume pour nous avoir justement entraîné dans cette histoire, dans ces souvenirs. Tac, qui avait un Minitel ici autour de cette table, Julie? Et moi, je jouais, je me souviens, sur un des sites, des applications plutôt de cinéma, pour gagner des places de cinéma. Je participais à des quiz et je me faisais évidemment bien engueuler par mes parents parce que la note était... et on parlait de Parcoursup tout à l'heure, mais moi à l'époque, c'était Ravel. C'était 3614 ou 3615 Ravel pour s'inscrire dans le supérieur. Donc on faisait la même chose. On saisissait nos vœux, mais via Minitel. Donc je l'ai fait. Pierre, vous vous souvenez du Minitel ou pas du tout? Oui, bien sûr, mais j'en ai jamais eu. Ok, d'accord. Bon, moi, c'est fait, merci. Moi, je me souviens avoir eu un Minitel semblant parce que mon père était médecin et donc on avait besoin, en tant que médecin et professionnel de santé, d'avoir accès justement au Minitel. Mais là aussi, ça allait très vite en temps de connexion. On va rester avec vous, Pierre, parce que dans la deuxième partie de cette émission, on va essayer de comprendre comment vous pouvez nous aider à nous déconnecter. La nomophobie, c'est quoi? On vous dit tout. Dans un instant, c'est la deuxième partie du talk. Julie Mleczko pour Studirama, Pierre Dessaigne pour Under 2 et Guillaume Gralet sont toujours à nos côtés pour aborder la déconnexion qui, dans cette deuxième partie, déconnexion bien ordonnée, commence par soi-même, surtout quand on nous rappelle que les adultes référents doivent montrer l'exemple en matière justement de temps de consommation d'écran. Si on prend un chiffre, c'est celui du rapport State of Mobile 2022 publié par Data AI, les Français consacrent quotidiennement 3,6 heures, c'est très précis, de leur temps libre en moyenne à chatter sur les réseaux sociaux, visionner des vidéos sur TikTok ou d'autres plateformes, répondre à leurs emails, jouer à des jeux vidéo. Tout ça, ça se passe sur le téléphone mobile évidemment, sur le smartphone. C'est quand même beaucoup moins que les Brésiliens. Je vous donne quand même un chiffre comme ça en mode trivia, 5,4 heures par jour. Par jour, par jour pour les Brésiliens. Par le montant. Et les Indonésiens aussi. Les Indonésiens sont ex aequo avec les Brésiliens. Non, c'est juste dingue, en réalité. Je suis le premier à le faire, mais c'est juste dingue lorsqu'on voit... ça veut dire qu'une heure sur 6, quasiment en France, et plus d'ailleurs au Brésil, est consacrée, on a les yeux devant l'écran. Et on va revenir justement aux méthodes qui nous font rester accro avec l'économie de l'attention notamment. Mais si je vous dis qu'on est tous un peu parfois des nomophobes, je vous insulte ou pas? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Langosha, Guillaume? Ouais, écoutez, non, je sais pas du tout ce que... Bon, je te le dis avec beaucoup d'amour, tu es nomophobe, je le suis aussi, Julie aussi, Pierre aussi, c'est même pour ça qu'il a mis au point une méthode pour nous aider à arrêter d'avoir peur d'être séparés de notre téléphone. La nomophobie, c'est ça, c'est le fait de se dire que si on n'a pas son smartphone chargé à 100%, si on l'oublie à la maison, on revient en urgence pour pouvoir le chercher, c'est ça, c'est être aussi addict finalement à la connexion à son smartphone qu'on peut l'être à d'autres addictions, au tabac par exemple, pour ne pas le citer. Pierre, vous êtes un ancien nomophobe qui a su se soigner. Exactement, tout à fait. Ouais, la nomophobie, c'est l'addiction à son smartphone, tout simplement. Et alors justement, vous étiez addict, vous aussi, vous avez réussi à vous en sortir. Vous nous donnez un peu d'espoir quand même sur ce plateau, ça fait plaisir. Comment est-ce que vous avez fait? Alors, bon, déjà, il faut savoir que moi, j'étais effectivement un ancien nomophobe, c'est-à-dire que je passais en général entre 6 heures et 7 heures sur mon téléphone quotidiennement, principalement sur les réseaux sociaux. Et dans le livre qu'on a écrit avec Benjamin, Benjamin est clairement l'auteur de ce livre, moi je l'ai rejoint après sur ce projet-là, mais en gros, Benjamin a développé une méthode qui s'appelle Under 2. Under 2, pourquoi? Pour en dessous de 2, pour passer finalement en dessous de 2 heures de téléphone quotidiennement. Et c'est finalement une méthode qui a été appliquée par moi-même et par d'autres personnes et qui a fait ses preuves, puisque grâce à Under 2 et ces petites astuces, en fait, on arrive facilement quand même à tout simplement baisser son temps d'écran, qui, je le rappelle, est extrêmement important. Et tout à l'heure, vous parliez de 5 heures et quelques pour les Brésiliens et les Indiens. Il y a une donnée en fait qui est assez intéressante, notamment qui est dans le livre, c'est que 5 heures par jour de téléphone, c'est comme si vous commenciez à regarder votre téléphone le 1er janvier et que vous releviez la tête le 17 mars.
sans jamais avoir quitté votre téléphone. Oui, j'avoue que la comparaison nous fait froid dans le dos ici autour de cette table. Concrètement, cette méthode, elle fonctionne comment? Parce que vous nous dites qu'en 6 semaines, on arrive à reprendre de bonnes habitudes, si toutefois on en avait avant, à réussir à faire tomber cette consommation d'écran à moins de 2 heures par jour. 6 semaines, si je ne m'abuse, c'est à peu près les mêmes périodes de sevrage qu'on donne dans d'autres cas, justement, de guérison d'addiction, comme le tabac notamment. Vous êtes vraiment basé aussi sur ces méthodes neuroscientifiques pour pouvoir nous aider à déconnecter au fur et à mesure? Ouais, exactement. En gros, on est parti sur des méthodes qui fonctionnaient déjà. Benjamin étant un ancien aussi fumeur, c'est vrai qu'il a un peu appliqué ces méthodes, notamment en termes de délai, à Under2. Et 6 semaines, en plus, ça a été assez vérifié rapidement. Alors évidemment, c'est en moyenne, hein, il y a des gens qui arrivent plus facilement, mais en moyenne, d'après les personnes qui ont acheté Under2, qui nous suivent et qu'on suit d'ailleurs, on est à peu près entre, c'est ça, 6 semaines pour réduire son temps. Et c'est aussi important de mettre un challenge de temps, parce que justement, ça nous pousse à nous dire que d'une part, c'est possible, que c'est possible aussi dans un temps qui est quand même pas énorme, et ça nous permet d'avoir une visibilité sur tout simplement la fin de notre addiction. Un homophobe va avoir envie de se soigner avec vous, c'est Guillaume Gralet. Ouais. Non, mais j'ai une question très, très rapide et très simple, hein, pour vous, Pierre. Est-ce que vous êtes plus heureux aujourd'hui qu'avant d'avoir appliqué cette méthode? Et sans vouloir spoiler votre livre, est-ce que vous pouvez nous donner juste peut-être 1 ou 2 exemples des mesures que vous préconisez? Bien sûr. Alors justement, en fait, dans le livre, on apprend que le téléphone nous donne de la dopamine, donc toutes ces hormones qui nous rendent heureuses, et on peut se sentir très heureux. D'ailleurs, c'est le rôle de tous les réseaux sociaux, hein, quand on les utilise. On est très heureux d'avoir des likes, d'avoir des interactions avec des gens, etc. Mais en fait, c'est pas comme on l'appelle dans le livre, c'est pas un bonheur en fait qualitatif, et c'est surtout un bonheur qui est passif. Aujourd'hui, le fait d'avoir réduit le temps d'écran, ça me permet en fait de faire tellement d'autres choses qui me rendent beaucoup plus heureux et surtout qui me rend actif de mon bonheur et non plus passif à scroller indéfiniment et regarder des vidéos soit marrantes, soit attendre un like, etc. Ça veut dire que si on vous entend bien, Pierre, on choisit à nouveau sa consommation finalement d'écran, on ne la subit plus. C'est un peu comme avec Parcoursup. Ouais, c'est exactement ça. Julie, justement. Ouais, exactement, en fait. Allez-y, Pierre, je vous en prie. Allez-y, Pierre, je vous en prie. Ok, donc alors, en gros, pour reprendre un peu le fil, les réseaux sociaux, et d'ailleurs c'est un des principaux soucis aujourd'hui de la nomophobie, c'est que les réseaux sociaux sont extrêmement intelligents, les algorithmes sont extrêmement intelligents pour nous faire consommer de plus en plus du temps d'écran sur les réseaux, tout simplement parce que plus on passe de temps sur les écrans, sur leurs plateformes, plus ils gagnent de l'argent avec les annonceurs. Donc pour eux, plus on est addict à notre téléphone, mieux c'est. Et ils sont très malins à nous mettre des notifications, à justement nous faire pousser, notamment les stories. Pour eux, ça a été génial parce qu'en gros, ça pouvait créer des téléréalités de toutes les personnes qu'on voulait suivre. Et on se dit, tiens, qu'est-ce que fait cette personne? J'ai envie de savoir. Bref, on est très curieux. Il y a aussi ce côté un peu voyeuriste. Donc, en fait, ils ont appuyé sur tous nos points un petit peu faibles pour qu'on puisse rester un maximum de temps sur les réseaux. Oui, c'est vraiment le phénomène de l'économie de l'attention qu'on a beaucoup décrit ici dans l'école du futur. On connaît bien aussi certains protagonistes, certains repentis de la Silicon Valley, anciens ingénieurs qui ont contribué justement à mettre au point ces mécanismes vraiment de captation de l'attention, notamment Tristan Harris, Guillaume, que tu as rencontré également, qui a été un ancien ingénieur chez Google et qui aujourd'hui a lancé une initiative, Center for Human Technology, le centre pour une technologie plus humaine au premier sens du terme, justement, pour nous permettre de savoir comment reprendre le pouvoir sur la tech. C'est ça aussi, avant tout, déconnecter, c'est reprendre le pouvoir sur la technologie tout court, Guillaume. Oui, c'est déjà effectivement ce que fait Pierre dans son livre, c'est-à-dire ouvrir le capot, c'est-à-dire voir comment sont créés ces algorithmes qui sont extrêmement bien fichus, dont on a eu du mal parfois à comprendre pourquoi on avait envie de retourner, quelle récompense on avait, donc déjà comprendre, et ensuite, effectivement,
pousser les plateformes à changer leur mode de fonctionnement. C'est ce qu'a voulu faire aussi Guillaume Chalot, qui fait partie du même centre. Et qui est français, Cocorico. Voilà, dont tu parlais, Marjorie. Et en réalité, parfois, alors c'est pas toujours le cas, mais on a des alternatives qui sont proposées. Dans un cas très concret, qui est vraiment dans l'actualité, d'un côté Twitter, qui est de plus en plus une arme politique, qui s'en cache de moins en moins, avec peut-être Mastodon, un concurrent créé par un ingénieur allemand totalement décentralisé, qui va moins jouer sur la dopamine, qui est peut-être moins facile d'accès, mais aussi intéressant. Donc il y a parfois des alternatives, il faut peut-être essayer de s'en rapprocher. Ces alternatives, elles sont aussi importantes pour les adolescents, les adolescentes, lycéens, lycéennes, auxquels justement vous donnez une grande part aussi dans le livre, Julie. Oui, parce que je vois que, alors nous les premiers, c'est vrai, vous dites on est censé donner l'exemple. Bon, après avec nos métiers, évidemment, on est obligé de rester connecté, etc. Mais moi, je reçois un rapport hebdomadaire que je n'ai pas demandé d'ailleurs, mais je le reçois sur mon téléphone, sur mon temps d'écran, et parfois du coup je vérifie. Je me dis oula, ça, je trouve que ça fait beaucoup. Pourquoi? Et je joue un peu. Je me dis bon, je vais essayer de faire moins parce que je trouve que c'est beaucoup trop. Et du coup, j'essaye aussi avec ma fille, mais c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est bien pour se challenger. C'est notamment, alors on va citer la marque parce qu'en l'occurrence ça vient de chez Apple, mais c'est notamment une des adaptations d'iOS des 2 ou 3 anciennes précédentes versions, pour pouvoir là aussi reprendre ce pouvoir sur la tech au quotidien. Ce que vous voulez faire, Pierre, avec Benjamin, le cofondateur de cette méthode Under2, c'est pas purement et simplement éliminer les écrans. C'est illusoire, on le sait, on aura toujours besoin de ces écrans, mais comment est-ce qu'on arrive à les utiliser mieux? Ouais, c'est exactement ça. Alors, beaucoup de gens nous disent, mais vous faites un livre numérique qu'on va lire certainement sur notre smartphone pour arrêter d'être sur notre smartphone. Donc, l'idée, c'est pas effectivement d'arrêter d'être sur son téléphone, c'est juste de mieux consommer son téléphone. Et c'est vraiment ça la finalité de cette méthode, c'est encore une fois, de comprendre les soucis que ça peut nous apporter en termes de sociabilisation, même en termes au niveau de la santé. C'est de comprendre comment les réseaux sociaux font pour nous capter de plus en plus. Et finalement, c'est éducatif. Et une fois qu'on a appris ça, il y a une prise de conscience qui est faite. Et dans la méthode, on vous explique étape par étape, avec des astuces pour comment réduire finalement son temps d'écran. Guillaume. Pierre, j'ai juste une petite autre question, autre observation. Est-ce que baisser en dessous de 2 heures, ce qui est déjà énorme, moi j'en suis très très loin, est-ce que c'est pas un peu comme dans la cigarette? C'est-à-dire que la cigarette, j'ai vu des proches essayer d'arrêter de fumer, c'est-à-dire qu'au début ils disaient je fume moins de cigarettes, ensuite je fume des cigarillos, il y avait tout un tas. C'est-à-dire que tant qu'ils n'avaient pas totalement arrêté, ils considéraient qu'ils n'étaient pas sevrés. Est-ce qu'être à moins de 2 heures, on n'est pas finalement d'autres nomophobes en puissance, c'est-à-dire qu'on va revenir à 4-5 heures quelques semaines plus tard? Est-ce que vous observez ça? C'est pour ça qu'on a un suivi derrière, c'est-à-dire que donc il y a un groupe etc., avec qui on peut se parler des personnes qui ont utilisé la méthode, on s'entraide, on s'aide justement quand on sent qu'on replonge. Mais en fait, une fois que les étapes et les astuces elles ont été mises en place, le retour en arrière est pas, enfin, je veux dire, on reste un peu comme, enfin, on reste avec ce qu'on a mis en place. C'est-à-dire que c'est pas difficile, comme par exemple un fumeur qui va arrêter de fumer parce qu'il y a une question de dépendance extrêmement forte avec tout ce qui est dans le sang, etc. Là, c'est finalement une question d'habitude. Et on est addict à certaines habitudes et on est addict à certains mauvais entre guillemets comportements via son smartphone. Mais une fois qu'on a mis en place, et je vous donne un truc tout bête, on peut dire à notre iPhone que on limite notre temps sur Instagram à par exemple 30 minutes par jour. Une fois qu'on a fini nos 30 minutes par jour, Instagram nous stoppe l'application et nous dit en fait c'est fini, mais tu reviendras demain. Et ce sont des petites choses qui sont en fait toutes bêtes, mais qui une fois qu'elles sont mises en place, ça rentre dans une routine, dans un quotidien. Et nous on voit qu'il n'y a pas trop de gens qui retombent sur des excès à 7, 8 heures, 9 heures de téléphone. J'ai l'impression de faire partie des nomophobes anonymes aujourd'hui dans cette émission. C'est assez intéressant. Julie, vous aviez une question justement pour Pierre. Oui, une question pour Pierre encore, oui. Est-ce que vous avez fait un sondage avant de lancer cette méthode? Est-ce que vous pensez vraiment que les gens finalement ont envie de se déconnecter? Parce que c'est pas forcément finalement l'image qu'on en a. Donc est-ce que c'est une demande que vous avez sentie autour de vous ou vous êtes juste très optimiste? En fait,
il a suffi de plusieurs soirées. Déjà, moi, j'ai une prise de conscience par rapport à ma nomophobie. Et en fait, une fois que j'ai eu cette prise de conscience, je regardais, et même pensez-vous aux soirées dernières soirées que vous avez fait, dernier repas de famille, etc. Mais en fait, on se rend compte que tout le monde est nomophobe. Toutes les personnes qui ont un smartphone passent trop de temps sur son téléphone. Donc, le besoin, il est là. Après, il y a une question d'envie. Et ça, c'est extrêmement important et intéressant ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que on s'est dit avec Benjamin, bon, nous, on a eu l'envie de changer. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont envie de changer? Donc, on a fait un quiz, savoir si les personnes étaient nomophobes ou pas. On a eu énormément de réponses, des gens qui ont fait le quiz, qui ont une prise de conscience et qui derrière nous ont dit ok, je savais pas en fait que j'étais nomophobe, je savais pas d'ailleurs que c'était une maladie, je savais pas que être addict à son téléphone aujourd'hui pouvait avoir des conséquences assez graves. Dites-moi comment faire pour justement m'aider à ne plus l'être et à avoir une meilleure consommation de mon téléphone. Et à chaque fois qu'on parle du projet, on a toujours des très bons retours. Alors, il y a des gens qui nous disent « Non, mais moi, je suis addict et ça me va très bien. De toute façon, je ne changerai pas. Je suis bien sur Instagram, etc. » Mais en fait, ces personnes-là, on se dit, elles auront une prise de conscience plus tard. Elles auront une prise de conscience, par exemple, quand elles auront, et c'est un peu triste, mais un accident de voiture. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 70% des conducteurs, encore aujourd'hui, qui utilisent leur téléphone parce qu'ils ont reçu une notification, par exemple, pendant qu'ils sont en train de conduire. Donc, la nomophobie, ce n'est pas qu'une question d'être passif, on va dire, derrière son écran dans son canapé, mais c'est aussi d'être derrière son écran quand on est au volant ou d'autres actions de la vie de tous les jours qui peuvent entraîner des drames. Donc la prise de conscience, en fait, elle arrive selon certaines personnes dans différentes situations. Allez, prise de conscience pour tout le monde. Ici, dans l'école du futur, déconnectez-vous pour mieux vous reconnecter. C'est ce que vous nous dites, Pierre, avec Undertow, cette méthode. Merci infiniment de nous avoir aidés à commencer. Allez sur le chemin de la déconnexion. Top chrono pour les 6 prochaines semaines si vous avez vraiment envie, en effet, comme le disait Julie, de pouvoir adopter cette méthode. Merci infiniment, Julie, aussi pour ce guide chez Studirama, Parcoursup, mode d'emploi. C'est le moment ou jamais aussi de pouvoir commencer à s'y mettre. Merci à Guillaume Granet, comme toujours, pour tes idées derrière la tech. Et nous, on se retrouve dès demain pour un autre épisode de l'École du futur.